Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans une nouvelle web-série où nous allons un petit peu discuter de ces drames qui ont traversé la Belgique cette dernière année, voire un peu plus de 15 mois maintenant, avec deux grands reporters. Le premier, Christophe Lanfalussy, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter à La Libre et vous, Jean-Pierre Martin, vous êtes grand reporter à RTL. Bonjour également. Et vous avez écrit aux éditions Grasset ce livre intitulé « Molenbeek sur Djihad, enquête sur 30 ans de dérive ». Peut-être la question, la première, c'est la plus simple, c'est pourquoi avoir écrit ce livre-là? C'est tout simple. D'abord, sans nous défausser, c'est l'éditeur qui a choisi le titre, mais qui correspond à une réalité. Lorsque des enquêteurs nous ont confié que lors du premier interrogatoire d'Abrigny, vous voyez cet homme au chapeau qui a fouillé l'aéroport de Zaventem juste après l'attentat, puisque sa bombe, sa charge explosive n'a pas explosé, et qui a essayé de rallier le centre de Bruxelles avant de disparaître, et puis il a été arrêté au mois d'avril. Et quand il a été interrogé par des policiers, il a expliqué qu'il avait été à Raqqa et que tout Molenbeek y était. Et donc c'était la confirmation que ce titre était judicieux. Non pas pour accabler ou pour stigmatiser Molenbeek, mais pour expliquer une très longue histoire et une très longue réalité, qui n'est même pas propre à Molenbeek, qui est un symbole finalement de ce qui a pu se passer dans d'autres villes d'Europe, en Angleterre, en France, à Trappes par exemple, où à peu près le même nombre de djihadistes a pu rejoindre les zones de combat de Daesh. Vous-même, Christophe Lanfalussy, comment est-ce que vous êtes entré dans cette aventure? Je suis entré parce que c'est Jean-Pierre qui était approché par la maison d'édition, et puis Jean-Pierre hésitait à faire le livre. Et puis on s'est dit, il m'en a parlé, et on s'est dit, mais finalement, pourquoi ne le pas faire à deux? Donc c'est comme ça qu'on est rentré dans ce beau projet. Mais il faut aussi savoir qu'on a beaucoup voyagé ensemble, souvent sur des terrains de guerre comme l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak. Et donc notre approche est aussi celle de journalistes qui ont couvert le Moyen-Orient et des terrains où apparaissent depuis des décennies maintenant tous ces foyers djihadistes et ces signes de radicalisation. Et ce qui nous a frappé, c'est que chaque fois qu'on revenait à Bruxelles, en Belgique, on voyait les mêmes signes de radicalisation. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à Bruxelles et à Molenbeek en particulier. Vous avez vu ces signes de radicalisation? Est-ce que quelque part vous les aviez déjà dénoncés dans vos différents milieux des médias, ou bien vous étiez resté très discret par rapport à cela? Non, avec Christophe, on s'intéresse à ce phénomène de la radicalisation et du djihadisme depuis le milieu des années 90. Et particulièrement ce qui me concerne, j'y étais sensibilisé par feu mon épouse, qui était aussi grand reporter, une très grande journaliste, Marie-Rose Armesto, et qui avait d'une part été alertée au tout début des années 90 parce qu'elle avait été dans les maquis algériens, qu'elle avait été prise en main par des journalistes algériennes surtout, et qu'il avait emmené sur les zones où les GIA massacraient la population. Et je me souviens très bien des confidences de ces journalistes algériennes qui nous disaient, vous voyez, nous sommes les premiers à subir ces assauts des djihadistes, de ces meurtriers, mais vous verrez qu'un jour, ce sera à l'Europe, à son tour, de subir cette pression islamiste. Et je me souviens aussi très bien que le jour des attentats contre New York, le 11 septembre 2001, une de ces journalistes a appelé feu mon épouse pour d'abord discuter de ce qui venait de se passer, mais pour lui rappeler ce présage, et rappeler que le djihadisme n'avait pas de frontières et que l'Algérie avait été en quelque sorte non pas seulement un sanctuaire, mais avait été un laboratoire de ce qui allait se développer partout dans le monde, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi malheureusement chez nous en Europe. Et à la suite de cela, Marie-Rose Armesto a écrit un livre qui a été une alerte
en quelque sorte, elle avait recueilli les confidences de Malika El Haroud. Alors il faut se souvenir que, je ne sais pas si ce nom vous est familier, mais Malika El Haroud est l'épouse d'Abdesattar Daman. C'est l'assassin du commandant Massoud, ce leader afghan qui s'était opposé justement aux talibans et que probablement il fallait assassiner avant de passer à l'action contre les tours jumelles aux États-Unis. Et de confidence en confidence, Marie-Rose Armesto avait eu le profond sentiment que quelque chose de grave allait gagner l'Europe et que quelque chose de grave allait nous alerter. Et à l'époque, avec Christophe et bien sûr avec Marie-Rose, nous avons commencé à travailler sur ce phénomène et à suivre un certain nombre de personnalités qui ont marqué la première génération des djihadistes en Europe et en Belgique en particulier. Pour ma part, moi, c'est pendant la guerre de Bosnie que j'ai eu la première expérience de ces brigades islamistes. Je me souviens très bien qu'on suivait l'armée bosniaque et il y avait une unité qui s'appelait les Cygnes Noirs, les Black Swans. C'est des gens qui étaient tout à fait habillés de noir, avec des kalachnikovs évidemment, qui circulaient en truck ouverts, qui menaient leurs propres opérations en marge d'eux ou en soutien à l'armée bosniaque musulmane à l'époque. Mais c'était encore un phénomène assez marginal. Et nos pays, à juste titre, je pense, soutenaient l'armée bosniaque parce qu'elle était vraiment écrasée par l'armée serbe à l'époque. Mais c'est à ce moment-là qu'on a vu qu'un conflit pouvait attirer des gens venant, des mercenaires finalement du djihad, venant d'autres pays. Des Saoudiens, par exemple, sont arrivés, des Iraniens aussi. Et donc, on a senti qu'il y avait quelque chose qui débutait à ce moment-là. Vous diriez que les djihadistes sont des mercenaires? On peut aller jusque-là, vous pensez? Sans doute pas aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit le mot qui convienne pour définir le cheminement de ces jeunes adultes, parfois très jeunes, qui ont quitté l'Europe pour rejoindre les foyers de Daesh, que ce soit à Raqqa ou que ce soit à Mossoul en Irak. Autre chose s'est passé entre-temps. Le djihadisme s'est affiné de génération en génération, partant des GIA, en passant par l'Afghanistan, par la suite, par la guerre en Irak, et puis pour terminer avec cette situation qui, il est vrai, est désastreuse et tragique que nous connaissons en Syrie. Ce livre, quand vous l'avez commencé, vous aviez une hypothèse de départ que vous avez creusée, ou bien quelque part vous êtes reparti des faits comme journaliste? Comment est-ce qu'il était composé? L'idée, c'était en fait, on partait des attentats de Paris, puisque l'éditeur, qui est français et parisien, voulait quelque chose qui vienne de journalistes belges, qui explique qu'est-ce qui s'est passé à Molenbeek, qu'est-ce qui s'est passé dans votre pays. Donc, on est parti tout simplement des faits, mais avec l'idée de raconter les causes profondes du fait qu'il y a ce communautarisme dans une partie de la Belgique, à Bruxelles en particulier, et la radicalisation d'une partie très minoritaire, mais d'une partie de la jeunesse, d'origine maghrébine, et c'est pour ça que tout est décliné à travers un certain nombre de chapitres qui essaient d'expliquer les causes. Mais au départ, c'était les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces Abaout, Abdeslam, comment se sont-ils radicalisés? D'où venaient-ils? Quel était leur passé en termes de délinquance? Parce que la moitié des djihadistes belges qui sont partis en Syrie avaient un casier judiciaire avant de partir sur le front. Donc on essaie d'expliquer tout ça. C'est une histoire. C'est une histoire, ce sont plutôt des histoires qui s'enchevêtrent et que nous avons voulu raconter comme des journalistes à travers une longue enquête, non seulement à Molenbeek, mais aussi ailleurs en Europe, que nous avons voulu raconter aussi, nous y reviendrons en fouillant dans les archives des bibliothèques, dans les archives des affaires étrangères, pour essayer de donner à comprendre ce qui s'est passé et tenter de répondre à cette question. Que nous est-il arrivé pour que nous en arrivions là, pour que nous soyons frappés à notre tour à Bruxelles? Ce livre vient de paraître aux éditions Grasset. Et c'est combien de mois de travail finalement un livre comme celui-ci, cette enquête que vous avez menée?
Un an de travail. Un an de travail. Une bonne année, c'est-à-dire qu'évidemment, on a combiné chacun notre travail à RTL et à la Libre Belgique, mais ça a demandé, disons, à peu près 6 mois de reportage, d'aller interviewer les gens, d'assister à des procès, d'aller dans les archives des affaires étrangères belges. Ça a demandé à peu près 1 mois et demi de rédaction. Chacun de notre côté, et puis on a mis en commun ce qu'on avait. Chacun avait un certain nombre de chapitres à prendre en charge. Et puis il y a la relecture, il y a l'affinement, et ensuite la publication, mais qui vient souvent un peu plus tard que le moment où le livre est écrit. Eh bien, nous aurons l'occasion, durant cette web-série, de découvrir un peu plus en profondeur toute votre enquête. Nous arrivons déjà au terme de ce premier magazine. Merci d'être resté avec nous, et je vous dis à très bientôt.